Nous traversons l'une des périodes économiques les plus inégales de l'histoire moderne. Une poignée d'individus contrôle des fortunes supérieures au PIB de pays entiers. La solution semble donc évidente, imposer les riches. Mais voici la vérité qui dérange. L'histoire ne cesse de se répéter. Plus la richesse s'accroît, plus elle est difficile à taxer. Depuis des milliers d'années, les gouvernements tentent de capter la richesse concentrée. Et depuis des milliers d'années, les personnes les plus fortunées la déplacent discrètement là où le système fiscal ne peut l'atteindre. Les noms changent, les lois changent, mais les fortunes ne font que croître. Bienvenue sur l'historien financier, où l'argent, le pouvoir et l'histoire s'entrechoquent et où rien n'est jamais aussi simple qu'il n'y paraît. Pour comprendre pourquoi il est si difficile de taxer les riches aujourd'hui, il faut commencer par un constat dérangeant. Ce n'est pas un problème moderne, c'est un problème très ancien. L'un des tout premiers exemples apparaît sous l'Empire romain. Rome a bâti l'un des systèmes fiscaux les plus sophistiqués du monde antique. L'Empire avait besoin de revenus colossaux pour financer ses armées, construire des routes, entretenir les infrastructures et administrer un territoire s'étendant de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient. Les impôts étaient partout. Taxes commerciales, impôts fonciers, impôts provinciaux, droits de douane, tribus des régions conquises. Mais voici la partie intéressante. L'élite romaine, la classe sénatoriale et les propriétaires terriens les plus riches payaient souvent bien moins d'impôts que ce que l'on pourrait croire. Leur richesse n'était pas détenue sous forme de revenus au sens moderne du terme. Elle résidait principalement dans les terres, les domaines, la production agricole et l'influence politique. Et cette dernière avait une importance capitale, car ceux qui rédigeaient les lois fiscales étaient souvent les mêmes qui possédaient les plus grandes fortunes de l'Empire. Les élites romaines ont façonné la fiscalité de manière à protéger leurs propres richesses, tout en reportant la charge sur les populations provinciales, les marchands et les citoyens ordinaires. En d'autres termes, l'État romain taxait lourdement, mais pas nécessairement là où se trouvait réellement la richesse. Le résultat fut un schéma qui allait se répéter encore et encore tout au long de l'histoire. Lorsque la richesse devient suffisamment puissante, elle commence à influencer les règles censées la réguler. Faisons un bond de près de 1000 ans en avant, et nous voyons une histoire similaire se dérouler dans l'Europe médiévale. Les rois avaient constamment besoin d'argent. Les guerres coûtaient cher. Les châteaux coûtaient cher. L'entretien des armées et des cours exigeait d'énormes ressources. Et pourtant, les monarques de toute l'Europe étaient confrontés à un problème persistant. Ils peinaient à taxer les personnes les plus riches de leur royaume. Pourquoi ? Parce que la richesse dans l'Europe médiévale était largement liée à la propriété terrienne et aux privilèges féodaux. Les nobles contrôlaient de vastes domaines. Ils percevaient les loyers des paysans, commandaient des armées privées et détenaient l'autorité légale sur leur territoire. Dans bien des cas, leur pouvoir rivalisait avec celui du roi lui-même. Et avec ce pouvoir venaient les exemptions. Les aristocrates féodaux payaient souvent très peu d'impôts. À la place, ils offraient un service militaire ou une loyauté politique en échange de leurs privilèges, ce qui signifiait que lorsque les rois avaient besoin d'argent, ils se tournaient fréquemment vers d'autres sources. Ils taxaient le commerce, ils taxaient les marchands, ils taxaient les villes, ils taxaient la consommation. Autrement dit, ils taxaient l'activité économique la plus facile à atteindre. Pendant ce temps, les plus grandes concentrations de richesse restaient souvent protégées derrière des couches d'influence politique et de privilèges légaux. Au début de l'époque moderne, ce déséquilibre était devenu encore plus extrême. La France du XVIIIe siècle en offre l'un des exemples les plus célèbres. Avant la Révolution française, le royaume était confronté à une crise fiscale massive. Des décennies de guerre, de dépenses royales et d'inefficacité structurelle avaient laissé l'État crouler sous les dettes. Le gouvernement avait désespérément besoin de nouvelles recettes fiscales. Mais il y avait un problème. Les deux groupes les plus riches et les plus puissants de la société française, la noblesse et le clergé, étaient largement exemptés de la plupart des impôts du royaume. Au lieu de cela, la charge fiscale pesait massivement sur le tiers-État. Paysans, artisans, marchands, petits propriétaires terriens, en d'autres termes, les personnes ayant le moins de pouvoir politique. Le déséquilibre était si grave qu'à la fin des années 1700, la France avait atteint un point de rupture. L'État était effectivement en faillite,
et les tentatives de réforme du système fiscal se sont effondrées à plusieurs reprises sous la résistance des élites mêmes qui auraient dû payer plus. Les étudiants en histoire apprennent souvent que la Révolution française a commencé avec des pénuries de pain et des bouleversements politiques. Mais sous ces événements dramatiques se cachait quelque chose de plus silencieux et de plus structurel, un système fiscal qui ne parvenait plus à atteindre la richesse dont il avait besoin pour soutenir l'État. Et lorsque cet écart devient trop important, les sociétés ont tendance à devenir instables. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. Car si taxer les riches était difficile dans le monde antique et le monde féodal, cela est devenu encore plus compliqué dans le monde moderne. À première vue, la situation d'aujourd'hui semble très différente. Nous ne vivons plus dans des sociétés dominées par des aristocraties terriennes ou des domaines féodaux. Les économies modernes s'articulent autour d'entreprises, de marchés financiers et de systèmes juridiques complexes. Cela devrait sûrement rendre la richesse plus facile à mesurer et à taxer. Mais en réalité, la structure de la richesse moderne a créé un nouveau défi. La majeure partie de la richesse des milliardaires d'aujourd'hui n'existe pas sous forme de revenus. Elle existe sous forme d'actifs. Cette distinction peut paraître technique, mais elle change tout. Quand la plupart des gens pensent à la fiscalité, ils imaginent les revenus. Vous travaillez, vous gagnez un salaire. Le gouvernement taxe une partie de ce salaire. C'est simple. Mais les milliardaires accumulent rarement des richesses grâce à un salaire. Leurs fortunes sont principalement liées à la propriété. La propriété d'entreprise, la propriété d'actions, la propriété d'actifs financiers, dont la valeur augmente avec le temps. Et c'est ici que le système fiscal moderne commence à éprouver des difficultés. Car les augmentations de la valeur des actifs ne sont pas toujours taxées immédiatement. Elles sont taxées lorsque l'actif est vendu. Jusqu'à ce moment-là, le gain n'existe que sur le papier. Les économistes appellent cela une plus-value latente. Imaginons qu'un fondateur crée une entreprise et en conserve une grande part de propriété. Avec le temps, l'entreprise se développe. Les investisseurs s'enthousiasment pour son avenir. Le cours de l'action augmente. Soudainement, les actions du fondateur valent des milliards de dollars. Mais, à moins que ces actions ne soient vendues, aucun revenu imposable n'a techniquement été généré. La richesse existe, mais le système fiscal ne peut pas facilement y toucher. Or, on pourrait supposer que ces actions finiraient par être vendues, déclenchant ainsi des impôts, et c'est parfois le cas. Mais la finance moderne a créé une autre option. Au lieu de vendre leurs actions, les individus fortunés peuvent emprunter en les utilisant comme garantie. Imaginez que vous possédez 10 dollars d'actions dans une entreprise prospère. Vous ne voulez pas les vendre, car cela déclencherait des impôts sur les plus-values et réduirait votre part de propriété. Mais les banques sont ravies de prêter de l'argent aux personnes possédant des actifs d'une telle envergure. Ainsi, au lieu de vendre des actions, vous contractez des prêts en utilisant ces actions comme garantie. Vous recevez des liquidités. Vous pouvez acheter des maisons, investir dans d'autres projets ou financer votre train de vie. Et comme les prêts ne sont pas des revenus, ils ne sont généralement pas imposés. L'action sous-jacente reste intacte, la richesse reste investie, et le système fiscal ne voit jamais de gains réalisés. La stratégie est parfois résumée en 3 mots. Acheter, emprunter, mourir. Acheter des actifs, emprunter contre eux. Et lorsque vous finissez par décéder, les actifs sont transférés via des mécanismes successoraux qui peuvent réinitialiser leur base imposable. Pour le système fiscal moderne, c'est un peu comme essayer de ramasser de l'eau avec un filet, mais il y a une autre dimension à cette histoire qui implique les entreprises elles-mêmes, car une grande partie de la richesse au sommet de la société moderne n'est pas simplement détenue par des individus, elle est intégrée au sein des entreprises. Et la façon dont les entreprises sont imposées crée une autre faille structurelle. Les sociétés paient généralement des impôts sur les bénéfices, pas sur les revenus, ni sur la domination du marché, ni sur l'enthousiasme des investisseurs, mais sur les bénéfices, ce qui semble parfaitement raisonnable. Après tout, les entreprises devraient être autorisées à déduire leurs dépenses et à réinvestir dans la croissance. Encourager l'investissement et l'expansion est bon pour l'économie. Les petites entreprises s'appuient sur ce principe pour se développer, embaucher des travailleurs et créer de nouveaux produits. Mais lorsque les entreprises deviennent extrêmement grandes, le même mécanisme peut produire des résultats inattendus. Prenons l'un des exemples les plus célèbres de la croissance des entreprises modernes, l'Amazon. Au cours de ses premières décennies, l'Amazon s'est concentrée sans relâche sur son expansion. Elle a investi des sommes massives dans des réseaux logistiques,
des entrepôts, des infrastructures technologiques et l'expansion du marché. L'entreprise a constamment réinvesti ses revenus dans la croissance, ce qui signifiait que les bénéfices restaient souvent extrêmement minces, parfois presque inexistants. Les concurrents se sont retrouvés face à une entreprise prête à fonctionner avec des marges infimes, voire avec des pertes temporaires, afin d'étendre ses parts de marché. Des prix plus bas ont attiré plus de clients a attiré plus de vendeurs a renforcé la plateforme, et les investisseurs ont commencé à croire en quelque chose de puissant, que l'Amazon n'était pas seulement un détaillant, mais qu'elle construisait un système capable de dominer le commerce mondial. À mesure que cette croyance se répandait, le cours de l'action de l'Amazon a grimpé de façon spectaculaire, et avec lui la richesse de ses fondateurs et de ses premiers actionnaires. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette richesse n'a pas émergé principalement des bénéfices, elle a émergé des attentes. Les investisseurs croyaient que l'entreprise contrôlerait d'énormes marchés à l'avenir, et cette croyance s'est traduite par une hausse des valorisations dès aujourd'hui. En d'autres termes, la richesse moderne au plus haut niveau a souvent moins à voir avec les gains actuels qu'avec la conviction du marché quant à une domination future, ce qui crée une situation inhabituelle. Une entreprise peut générer une richesse extraordinaire pour ses actionnaires, même en déclarant des bénéfices relativement modestes dans le présent. Et comme les impôts suivent en grande partie les bénéfices réalisés ou les gains réalisés, le système peut avoir du mal à capter la richesse créée par la hausse des valorisations. Pendant ce temps, l'entreprise continue de s'étendre, les actionnaires continuent de s'enrichir sur le papier, et le système fiscal continue d'attendre le moment où ces gains deviendront des événements imposables. Parfois ce moment arrive, mais il arrive souvent bien plus tard que ce que l'on attend. Et parfois, à travers la chorégraphie complexe de la finance moderne, il n'arrive presque jamais. Et cela nous amène au problème le plus profond. Car si la richesse d'aujourd'hui est liée aux actifs, aux valorisations, aux stratégies de croissance des entreprises et aux structures financières mondiales, la taxer devient bien plus compliqué que de simplement augmenter un chiffre dans le code des impôts. Le débat sur l'imposition des riches suppose souvent que le problème est politique. Augmenter le taux d'imposition, fermer les failles, problème résolu. Mais la réalité profonde est structurelle. La richesse moderne est fluide. Elle circule à travers les entreprises, les marchés et les instruments financiers qui évoluent plus vite que les lois fiscales. Et plus la richesse devient importante, plus il existe d'outils pour gérer où et quand elle apparaît comme revenu imposable. Ce qui nous amène à la question à laquelle les gouvernements du monde entier tentent encore de répondre. Si la richesse ne se comporte plus comme un revenu traditionnel, comment la taxer exactement ? Car une fois que l'on examine de près la façon dont les fortunes modernes sont réellement bâties et protégées, le défi devient beaucoup plus clair et, à certains égards, bien plus compliqué que ne le suggèrent la plupart des slogans politiques. Il existe une autre force qui a discrètement remodelé la relation entre la richesse et la fiscalité, la mondialisation. Pendant la majeure partie de l'histoire, la richesse était liée à un lieu. La terre se trouvait dans un royaume. Les usines fonctionnaient dans une seule ville. Les marchands commerçaient via des ports spécifiques. Même les familles les plus riches ne pouvaient pas facilement déplacer leur domaine au-delà des frontières. Mais la richesse moderne est différente. Aujourd'hui, les plus grandes entreprises opèrent à travers des dizaines, parfois des centaines, de juridictions à la fois. Elles peuvent vendre des produits dans un pays, les fabriquer dans un autre, enregistrer la propriété intellectuelle ailleurs et déclarer leurs bénéfices là où la structure fiscale s'avère la plus favorable. Cela crée une situation étrange. L'activité économique qui génère la richesse peut se produire dans un pays, tandis que les bénéfices apparaissent légalement dans un endroit totalement différent. Les gouvernements réglementent à l'échelle nationale, mais les capitaux se déplacent à l'échelle mondiale. Et lorsque l'argent peut circuler plus vite que les lois ne peuvent s'adapter, l'équilibre des pouvoirs commence à basculer. Les pays se font concurrence pour attirer les investissements. Des incitations fiscales apparaissent, les structures des entreprises deviennent plus complexes. Soudain, le débat sur l'imposition des riches porte moins sur les taux que sur la géographie. Où la richesse existe-t-elle exactement ? Qui a le droit de la taxer ? Et peut être le plus important, comment taxer quelque chose qui se déplace constamment au-delà des frontières ? C'est là que le débat public devient souvent trompeur. La plupart des arguments politiques supposent que le problème est simple. Augmenter le taux d'imposition des riches, fermer une faille, percevoir les recettes. Mais une fois que l'on observe la façon dont la richesse moderne est réellement structurée,
le problème devient moins évident, car une grande partie de la richesse d'aujourd'hui n'apparaît pas comme un revenu imposable. Elle apparaît sous forme de propriété d'entreprise, de valorisation boursière, de structures d'investissement mondiales, de droits de propriété intellectuelle, d'actifs financiers détenus à travers de multiples juridictions. Autrement dit, la richesse moderne vit derrière des strates entre la propriété et le revenu, des strates entre l'activité économique et la fiscalité, des strates entre l'endroit où la valeur est créée et l'endroit où elle apparaît finalement sur un bilan, et chaque strate rend le système plus difficile à réglementer. Cette complexité n'est pas nécessairement le résultat d'un complot. C'est simplement l'aboutissement naturel d'un système financier qui est devenu plus sophistiqué avec le temps. Les entreprises recherchent l'efficacité. Les investisseurs recherchent les opportunités. Les avocats recherchent des moyens légaux de réduire les coûts. Les gouvernements tentent de tout réglementer tout en continuant d'attirer la croissance économique. Le résultat est une sorte de jeu du chat et de la souris permanent. La réglementation évolue, la finance évolue plus vite, et la richesse trouve de nouvelles formes. Mais si l'histoire nous apprend quelque chose, c'est que les sociétés finissent par essayer de s'adapter. Les systèmes fiscaux ont déjà été réinventés maintes fois. L'impôt sur le revenu fut autrefois une idée radicale. L'impôt sur les sociétés fut autrefois controversé. L'impôt sur les plus-values a été introduit précisément parce que les anciens systèmes peinaient à capter les nouvelles formes de richesse, ce qui soulève une question importante. Si la richesse moderne a de nouveau évolué, quel genre d'ajustement pourrait suivre? Quelques idées sont déjà en cours de débat. L'une d'elles se concentre sur une stratégie largement utilisée par les ultra-riches, l'emprunt contre des actions. Comme nous l'avons évoqué plus tôt, les individus fortunés évitent souvent de vendre des actions en les utilisant comme garantie pour des prêts. Cela leur permet d'accéder à d'énormes sommes d'argent sans déclencher d'impôt sur les plus-values. Une réforme possible consisterait simplement à limiter la quantité d'actions pouvant être utilisées comme garantie pour des emprunts personnels. Si les grands actionnaires ne pouvaient pas facilement emprunter contre leurs actions, ils feraient face à un choix différent. Ils pourraient vendre des actions, ce qui crée un événement imposable, ou ils pourraient se verser un salaire ou des dividendes plus importants, ce qui est également imposable. En d'autres termes, la richesse devrait apparaître quelque part où le système fiscal peut réellement l'avoir. Une autre idée se concentre sur le volet entreprise de l'équation. Comme nous l'avons discuté précédemment, les entreprises sont imposées sur les bénéfices, non sur les revenus. Si une entreprise réinvestit ses gains dans son expansion, ses fonds réduisent souvent son bénéfice imposable. Pour les petites entreprises, cette règle a du sens. Elle permet aux jeunes sociétés de se développer, d'embaucher des travailleurs et d'investir dans de nouvelles idées. Mais lorsque les entreprises deviennent extrêmement grandes, contrôlant des parts majeures d'industries entières, la même règle peut créer des distorsions. Une entreprise dominante peut continuer à réinvestir d'immenses sommes dans son expansion, tout en déclarant très peu de bénéfices imposables, même si son pouvoir de marché et la richesse de ses actionnaires augmentent. Certains économistes ont suggéré un ajustement simple. Une fois qu'une entreprise dépasse certains seuils de taille ou de part de marché, la capacité de réinvestir indéfiniment les revenus pour éviter de dégager des bénéfices pourrait être limitée. Les petites entreprises continueraient à bénéficier du réinvestissement pendant leur phase de croissance. Mais une fois que les entreprises deviennent des acteurs dominants, une partie de ces revenus réinvestis pourrait devenir imposable, garantissant que le système fiscal capte une part de la valeur économique qu'elle génère déjà. L'objectif ne serait pas de punir la croissance. L'objectif serait d'empêcher les situations où une poignée d'entreprises domine des secteurs entiers pendant des décennies, tout en générant une richesse massive pour les actionnaires, principalement par la domination du marché, plutôt que par des bénéfices traditionnels. De telles politiques pourraient potentiellement encourager une plus grande concurrence. Une plus grande concurrence est souvent synonyme de prix plus stable. Cela peut aussi donner plus de poids aux travailleurs, car les employés ont des alternatives lorsque les industries ne sont pas contrôlées par un petit nombre d'entreprises massives. Aucune de ces idées n'est simple, et aucune d'entre elles ne résoudrait par magie le problème de l'inégalité. Mais elles illustrent quelque chose d'important. Le défi de l'imposition des riches
ne consiste pas simplement à choisir un chiffre dans le code des impôts. Il s'agit d'adapter les institutions à la structure en constante évolution de la richesse. Et l'histoire montre que cette adaptation se fait rarement rapidement, car la richesse fait autre chose une fois qu'elle devient suffisamment grande. Elle génère de l'influence. Les élites romaines ont façonné les lois fiscales romaines. Les aristocrates européens ont façonné les privilèges féodaux. Les entreprises modernes influencent la réglementation par le biais de groupes de pression politique et de leviers économiques. Cela ne nécessite pas de complot secret. C'est tout simplement ainsi que fonctionne le pouvoir. L'argent crée l'influence. L'influence façonne les règles. Et les règles ont tendance à protéger les structures qui ont produit la richesse en premier lieu. Ce qui nous ramène à la promesse que nous entendons à chaque cycle électoral. Imposer les riches. Cette expression résonne car elle semble moralement claire. Mais le véritable défi n'a jamais été la clarté morale. Il a toujours été d'ordre institutionnel. Car la richesse évolue. Et chaque fois que la richesse évolue, les systèmes fiscaux doivent évoluer avec elle. S'ils ne le font pas, l'écart entre la richesse et la fiscalité s'élargit. Et l'histoire suggère que lorsque cet écart devient trop grand, les sociétés finissent par en subir les conséquences. L'histoire ne se répète pas exactement. Mais lorsque l'argent et le pouvoir commencent à écrire les règles ensemble, la fin est rarement surprenante. Si cela vous a donné une nouvelle perspective, abonnez-vous. L'histoire détient les réponses. Je vous montrerai où chercher.